Nous allons maintenant parler des modèles de file d'attente un peu plus complexes que les systèmes MM1, à savoir un seul unité de traitement, un seul serveur et une longueur de file d'attente infinie. L'idée n'est pas de complexifier juste pour le plaisir de complexifier, mais de complexifier dans les éléments qui nous intéressent et où est-ce qu'on pourrait avoir besoin, dans le cadre de l'utilisation des théories des files d'attente pour les systèmes embarqués, d'utiliser ces outils-là. Par exemple, de dire, ben là, dans ce cas-ci, j'ai par exemple 2 cœurs dans mon processeur, ou 4 unités en parallèle, ou j'ai une capacité de stockage limitée des requêtes. Comment est-ce que je peux quand même utiliser la théorie des files d'attente là-dessus? Donc, si on suppose maintenant un système petit m, à savoir les entrées et sorties sont toujours markoviennes, guidées par une loi exponentielle, mais on a maintenant m serveurs ou m unités de traitement. Pour simplifier, on garde encore une file d'attente de taille infinie. Donc, on a un taux d'arrivée lambda, ça n'a rien changé. Le taux de service est encore mu, mais cette fois-là, on a un taux de service mu pour chaque serveur. Donc, on a m égale 1, 2, 3, 4, 5 serveurs, et le taux de service est en parallèle pour chaque serveur. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que, bon, voilà, ici, si on a 2 phases finalement qui peuvent arriver, si on a au plus m tâches, ben, le taux de service, c'est assez simple. C'est littéralement, tout ça se fait en parallèle. Donc, si on a 5 serveurs et qu'on reçoit 5 tâches, 5 requêtes, on peut toutes les faire en parallèle. Donc, ça va aussi vite. Il n'y a rien qui se fait mettre dans le fil d'attente. Par contre, si le nombre de requêtes qui arrivent dépasse le nombre de serveurs qui peuvent les traiter, dans ce cas-là, ça va aller au plus à la vitesse des serveurs fois le nombre de serveurs qu'on a. Qu'est-ce que ça signifie pour faire simple? C'est que cette fois, notre intensité de trafic, au lieu d'être lambda sur mu, ben c'est lambda sur m fois mu, parce qu'on a ces unités-là en parallèle. Si vous voyez par ailleurs, ça s'applique en fait encore au système MM1. Si vous mettez m égale 1, on réobtient l'équation qu'on avait pour le cas MM1. On va encore utiliser une transition d'état, c'est juste que là, cette fois, elle est un peu plus complexe dans ce cas-ci. Et on peut voir justement, quand je disais dans les autres sous-modules qu'on essaie quand même de garder les choses les plus simples possibles en termes de modélisation parce que ça devient vite compliqué, ben dans ce cas-ci, juste le fait d'être passé d'un système petit 1, donc MM1, un seul serveur, à petit m, déjà le Pi0, si vous vous rappelez le précédent module, Pi0 qui était juste 1 moins ρ, donc 1 moins lambda sur mu, qui était quand même très simple, est déjà devenu ceci. Donc, avec une sommation qui dépend de ρ. Donc, déjà, on commence à être pas mal plus compliqué. Et c'est la formulation la plus compacte qu'on peut obtenir pour la probabilité qu'un système soit vide, dans ce cas-ci. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention de ne pas ajouter plus d'éléments à modéliser qu'il le faut, parce que la modélisation devient rapidement très compliquée. Dans ce cas-ci, on va voir que c'est quand même gérable pour différentes raisons, mais on ne veut pas ajouter trop d'éléments à modéliser, par exemple avoir des distributions d'entrée et de sortie différentes, parce que là, ça commencerait vraiment à surcharger toutes ces maths-là. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'apprendre comment est-ce qu'on peut passer de cette machine à état-là à cette probabilité de système vide-là. L'important est que vous sachiez utiliser cette équation-là si besoin est. Donc, à partir de pi 0, on peut obtenir pi n, donc la probabilité d'avoir n tâches en traitement. Donc, on calcule d'abord pi 0, et ensuite, pour obtenir pi 4, par exemple, ben, on va utiliser cette équation-là ici. La seule chose, c'est qu'il y a 2 cas, comme on l'a vu. Soit le nombre de tâches en traitement est inférieur, donc strictement inférieur au nombre de serveurs qu'on a, soit il est égal ou supérieur. Dans ce cas-là, la formulation est légèrement différente. Encore une fois, parce que quand on est inférieur à ça, on est dans cette partie-ci de la machine à état, on a tous les serveurs qui travaillent en parallèle et aucune file d'attente. Donc, on a une tâche en traitement, mais elles s'exécutent toutes en parallèle. Alors que ici, on a à la fois une tâche en traitement et des tâches dans notre file d'attente. Un truc important aussi à mentionner que je viens de me rappeler, les serveurs ici fonctionnent en parallèle, mais on a une seule file d'attente. Donc, c'est pas exactement comme par exemple si vous étiez à l'épicerie et que vous aviez 8 caisses enregistreuses ou est-ce que 8 fils. C'est comme si on avait une seule file et qu'à la fin de la file, vous allez vers la première caisse disponible. Un peu pour les connaisseurs chez Canadian Tire, par exemple. Vous vous arrêtez à la fin de la file et là, quelqu'un vous appelle après 8 heures d'attente pour vous dire que vous pouvez passer à la caisse 2, par exemple. Ça ressemble plus à ce modèle-là. Il n'y a pas une file par serveur, il y a une file pour tout le monde et la requête qui est la prochaine à être servie va être servie par le prochain serveur qui devient disponible. Donc, ce n'est pas une file par serveur, c'est vraiment une seule file au total. Et c'est pour ça qu'on a cette modélisation-là qui dépend du fait est-ce qu'on a quelque chose à mettre dans cette file-là ou c'est simplement les serveurs qui travaillent en parallèle.
Et là, ça va nous ajouter une autre variable aléatoire importante. Dans la modélisation MM1, ben, notre serveur était utilisé ou pas, c'était assez binaire. Dans ce cas-ci, ben, on peut avoir un nombre de serveurs actifs. Donc, on peut avoir 0 serveur actif. Le système au complet ne fait rien. Un serveur actif, 2, 3, jusqu'à M, le nombre de serveurs qu'on a au total. Évidemment, on ne peut pas avoir plus de serveurs actifs que ce qu'on a de serveurs au total. Et donc, on va utiliser ça pour calculer un nombre moyen de serveurs actifs, donc l'espérance de B, dans ce cas-ci, qui est une variable aléatoire qu'on a utilisée, qui va être ça ici, pour obtenir le nombre de serveurs actifs en régime permanent. En brassant tout ça, encore une fois, comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Il y a des gens qui apprécient faire ce genre de brassage mathématique. Personnellement, c'est moins mon fort, mais j'aime bien les utiliser. L'idée, c'est qu'on en arrive simplement avec ceci. Donc, toute cette équation-là et tout ça, simplement pour dire que ça dépend finalement de lambda sur mu. Plus notre mu est finalement proche de lambda, ben plus notre nombre de serveurs actifs va être grand pour pouvoir supporter la charge. Et si mu est vraiment plus élevé, ben moins on va avoir de serveurs actifs, ce qui a du sens puisque un seul serveur est presque capable à lui seul de tout traiter, tellement son taux de traitement serait plus rapide que le taux d'arrivée des événements. Et donc, voilà. Donc, si on suppose que ρ est plus petit que 1, le débit avec m serveurs, ben ça va être le taux d'arrivée. Et je reviens là-dessus, ça peut paraître très simple comme résultat, qu'on dit, ben oui, mais c'est évident, mais c'est vraiment facile de se tromper, de dire, ben j'ai 5 serveurs et je reçois 20 requêtes par seconde, j'observe que mon débit de sortie est de 20 requêtes par seconde, tout à fait. Ça ne vous dit pas en soi quel est le mu, donc quelle est la capacité de traitement de ces serveurs-là. Tout ce que vous savez, c'est qu'elle est au moins suffisante pour accommoder 20 requêtes par seconde. Donc, si on a un ρ, donc une intensité plus petite que 1, le nombre de requêtes qui sont traitées à chaque seconde correspond au nombre de requêtes qui rentrent à chaque seconde, tout simplement parce qu'on ne peut pas en traiter plus. On serait capable d'en traiter plus, mais il n'en rentre pas plus. Okay? Donc, ça, c'est quand même important à retenir. En régime permanent, si on a une intensité plus petite que 1, on va obtenir un débit qui est total, qui est équivalent à la quantité de requêtes qu'on reçoit, et ce, indépendamment de notre capacité réelle mu, tant que ça fait en sorte que lambda sur mu est plus petit que 1. Donc, encore une fois, ici, si on base d'autres équations, quelle va être la taille de file d'attente moyenne? C'est ça ici. Malheureusement, il n'y a pas vraiment moyen de plus la réduire. Et c'est même encore pire que ça, parce que si vous vous rappelez, pi0 est quand même déjà une formulation assez intéressante à faire en elle-même. Effectivement, donc c'est ça la longueur de file d'attente moyenne qu'on va avoir. Et le temps système moyen va être ceci. Une chose, encore une fois, qu'on peut remarquer de manière intéressante, c'est que si ρ tend vers 0, donc à savoir mu est tellement grand que lambda sur mu est presque 0, ben ce terme-là, finalement, s'annule presque complètement. Et tout ce qu'on a comme temps de traitement, ben c'est le temps pour traiter une seule tâche. Donc, on peut quand même voir que ces maths-là fonctionnent. C'est simplement que, effectivement, quand ce n'est pas le cas, on ne peut pas faire cette simplification-là. Et il faut utiliser la formule au complet en utilisant le calcul de pi0 également. Un élément aussi intéressant, qui peut aussi servir au système MM1, mais là qui est encore plus pertinent dans le système MM petit m, c'est la probabilité de mise en attente. Quelle est la probabilité que le nombre de tâches que je reçoive dépasse la capacité, donc le nombre d'unités de traitement que je peux avoir? On peut l'appliquer au MM1, mais en général, dans ce cas-ci, ben, on suppose que c'est possible parce qu'on a littéralement une seule unité de traitement. Donc, c'est assez facile de calculer cette probabilité-là, sachant que vous recevez, dès que vous recevez plus que ce que cette unité de traitement-là peut calculer, vous allez forcément avoir une mise en attente. Dans le cas des systèmes à plusieurs unités de traitement, là, ça peut devenir intéressant d'avoir cette équation-là. Et un exemple que je donne, dans ce cas-ci, c'est pas dans le cas des systèmes embarqués, mais en téléphonie, c'est de dire combien est-ce qu'on a besoin de lignes de téléphone pour assurer une certaine disponibilité, parce que les gens n'aiment pas ça se faire mettre en attente, selon un certain taux d'appel et la durée d'un appel moyen qu'on peut mesurer aussi. Donc, ça nous permet de dire combien est-ce qu'il faudrait de téléphonistes, ou en tout cas de personnes pour répondre aux lignes, pour être capable d'avoir une certaine disponibilité et de dire, je veux pas que les gens aient plus que 30% de chances de se faire mettre en attente, par exemple. On peut voir que certains organismes gouvernementaux n'utilisent pas cette théorie des files d'attente, puisque manifestement, cette probabilité-là ne semble pas très importante pour eux. Mais si vous vouliez le faire, ce serait possible. Et aussi, un petit aparté également, on peut même supposer un nombre infini de serveurs, donc à dire finalement, notre capacité de traitement est assez
illimité. Donc, on peut toujours recevoir plus de tâches. La seule chose, c'est que même avec un nombre infini de serveurs, ça prend un certain temps pour exécuter une certaine tâche. Tout ça, ce sont les variables qu'on peut faire. À quoi ça sert? Ben, c'est par exemple, lorsqu'on veut des systèmes où est-ce qu'on parle transmettre un message sur un médium. Donc, on veut par exemple calculer l'utilisation ou le temps que ça prend en moyenne pour transmettre un message sur du Wi-Fi, des choses comme ça. Ben, une connexion Internet ou Wi-Fi a un débit maximum, qui est ça, mais on ne peut pas vraiment dire qu'elle est limitée au sens où, ah ben là j'ai transmis un message, il faut que j'attende pour en transmettre un autre. Donc ça peut être un outil intéressant si on dit j'ai un nombre infini de serveurs, même si nous en pratique on peut beaucoup l'utiliser. Un autre exemple c'est ça, donc si on a un tapis roulant, ben finalement le tapis roulant, le temps de traitement, combien d'éléments on peut mettre sur le tapis roulant, ben au final, tant que le tapis est assez long, on peut en mettre autant qu'on veut. Donc, on peut supposer qu'on en a infini, même si on va me dire en pratique, le tapis roulant a une taille finie, donc on ne peut pas en mettre autant qu'on veut. On peut supposer qu'il est à toute fin pratique infini et obtenir des équations beaucoup plus simples que ce qu'on avait plus haut. C'est simplement informatif. Encore une fois, le système embarqué, on n'utilise pas beaucoup ça, sauf potentiellement pour des questions de transmission de messages. Mais donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire maintenant? C'est de revenir sur le troisième exemple qu'on avait donné au début du module, qui est la probabilité de mettre en attente. Donc, on a une unité de traitement qui requiert 100 millisecondes en moyenne pour exécuter une requête. Les requêtes arrivent à un taux moyen de 20 requêtes par seconde. Et là, ce qu'on voudrait savoir, c'est on veut avoir une probabilité de mise en attente inférieure à 10%. Pourquoi 10%? Parce qu'on a choisi ça, tout simplement. Ça dépend de votre cas d'utilisation. Mais on veut que cette probabilité-là soit inférieure à 10%. La probabilité de mise en attente, je le rappelle, c'est la probabilité qu'elle ne soit pas traitée immédiatement après son arrivée, la probabilité que son W soit plus grand que 0, qu'il y ait une attente avant de commencer le traitement. Ça ne veut pas dire qu'elle est traitée immédiatement, parce qu'il y a quand même un temps de service, mais le temps d'attente, lui, on veut qu'il soit de 0. Et là, ce qu'on se demande, c'est combien de ces unités de traitement-là, qui requièrent en moyenne 100 millisecondes pour traiter une requête, doit-on mettre en parallèle pour obtenir ça? Est-ce que c'est une unité de traitement, 2, 4, 1000, 1 milliard? Est-ce que c'est pas possible? Comment est-ce qu'on peut le calculer? Ben, on a déjà ici mu qui, on sait, est de 100, 1 sur 100 millisecondes, donc 10 requêtes par seconde. Lambda, on a été gentil, on vous l'a déjà donné, c'est 20 requêtes par seconde. Et on veut que la probabilité de mise en attente soit inférieure à 0.1. Dans ce système, ici, on a donc ça ici, donc rho va donc, on connaît lambda et on connaît mu. Ce qu'on ne connaît pas, c'est m, c'est ce qu'on veut obtenir. Mais supposons qu'on le recherche, donc en passant 20 sur 10 m, c'est donc 2 sur m. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est d'obtenir une version légèrement simplifiée de pi0, qui est celle-ci à droite, où est-ce qu'on a remplacé simplement rho par 2 sur m. Partout. Et ici, 2 sur m, on remarque que les m s'annulent, donc ça nous donne simplement ces valeurs-là ici. Une fois qu'on a ça, ben on sait que la probabilité de mise en attente est égale à ceci. Donc, ici, avec pi0, on remplace, donc là, je n'ai pas mis pi0 pour ne pas surcharger l'équation, mais on peut encore remplacer rho au moins pour simplifier un peu. Effectivement, à ce moment-ci, isoler m, c'est plutôt tannant. Si on revient, ici, on a une sommation, on a plein de trucs, il y a quand même beaucoup de variables, donc un m factoriel, bonne chance pour isoler un m avec une factorielle dedans. C'est pas vraiment l'idéal pour isoler, mettons. Probablement que des outils comme Wolfram Alpha pourraient vous faire des miracles là-dessus, mais en pratique, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'isoler M là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que M, on observe que c'est une valeur discrète. Donc, je peux avoir 1, 2, 3 serveurs. Je ne peux pas avoir 1.47 serveurs. À cause de ça, on peut facilement tester plusieurs valeurs jusqu'à ce qu'on obtienne la probabilité de mise en attente qu'on veut. Ou en tout cas, inférieure à la probabilité qu'on veut. Donc, on essaie. Si j'essaie avec m égale 1 et que je rentre ça dans un calculateur, donc je fais le calcul pour pi0 et le calcul pour pq, j'obtiens en fait ici plus grand que 100%, mais ça donne même des résultats complètement bizarres parce que mon rho est égal à 2. Donc, on le dit, si rho est égal à 2, on est en dehors de notre domaine. Clairement, c'est impossible que je le fasse et intuitivement, on peut le savoir. On traite 10 requêtes par seconde par unité et on en reçoit 20. C'est impossible que ça fonctionne avec une seule unité. On en reçoit plus que ce qu'on en traite. Avec 2, on est pile à rho égale 1, et donc on a une probabilité de mise en attente de 1, parce que forcément, on va tout juste être capable de traiter les données. Mais lorsqu'on augmente le nombre de m,
m égale 3, ben là, on voit, à 3 unités, on a une probabilité de mise en attente qui est descendue à 44%. C'est pas encore ce qu'on veut, mais on est plus proche de ce qu'on veut. À 4, on est à 17,4. Et finalement, à 5, ça nous donne 5,97% de probabilité de mise en attente. 5,97% étant plus petit que 10%, que 0,1. On peut donc dire, ça nous prend m égale 5 unités de traitement pour obtenir cette probabilité de mise en attente-là. Encore une fois, le 10% est arbitraire, vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez et simplement recalculer certaines valeurs ici pour obtenir le nombre d'unités de traitement pour avoir cette probabilité de mise en attente désirée. Et finalement, un autre système qui peut être important dans le cas des systèmes temps réel et embarqués, c'est un système où est-ce que là, bon, pour faire simple, on va revenir à une seule unité de traitement, mais on va dire cette fois, cette unité de traitement-là a un nombre d'emplacements maximum qui peuvent être utilisés pour stocker les données dans la file d'attente. Donc les requêtes, malheureusement, à un certain nombre, on va les perdre. Donc, si on a 30 emplacements et qu'ils sont tous pleins, ben, tout simplement, le 31e va être simplement perdu. Certains pourraient me dire qu'on peut avoir des stratégies pour le perdre, évincer la plus vieille requête ou la plus récente ou la plus similaire. Tout à fait, mais là-dessus, on a une modélisation. On ne se demande pas laquelle on va perdre, mais on sait qu'on va en perdre. Juste en passant aussi, quand même, un truc assez important, on est en m égale 1, donc on a une seule unité de traitement. Lorsqu'on parle de cas emplacement, on inclut comme emplacement l'unité de traitement elle-même. Donc, celle qui est en train d'être traitée compte comme un emplacement. Ça a du sens parce que si on dit K égale 1, ben c'est pour dire on peut recevoir et traiter une requête à la fois. Si j'en reçois une deuxième pendant que j'en traite déjà une, je la perds. Donc, ne pas. C'est un petit détail, la file en soi a une longueur de K-1, même si d'un point de vue externe, on peut dire ben, j'ai une file de K éléments tout simplement. Mais c'est juste une petite subtilité là, une différence de moins 1 ici. Et donc, bon, le taux d'arrivée ici va être de lambda si on n'a pas rempli notre fil. Et si notre fil est rempli, ben, le taux devient de 0. Pourquoi? Parce que ben, il ne rentre tout simplement pas. La requête est perdue immédiatement, donc on dit que notre taux tombe à 0 dans ce cas-ci. Et le taux de départ, lui, est encore mu jusqu'à avoir n requêtes, k requêtes pardon, dans le système. Après ça, ben, ça n'a plus vraiment de sens de dire, parce que oui, ici, c'est un taux de départ, mais finalement, c'est un taux de départ d'une requête qui n'a pas été traitée. On reprend notre jolie machine à état, toujours amusant, avec des petites équations extrêmement simples à comprendre. L'idée ici, c'est que la probabilité qu'on ait aucune tâche va être ceci. On remarque que notre machine à état, cette fois, elle s'arrête. Donc, elle ne peut pas aller plus loin que K, parce que littéralement, on n'a pas de place pour stocker plus que K. Donc là, ça, c'est quand même, ça simplifie certaines choses dans la modélisation, et ça fait en sorte que dans ce cas-ci, notre pi0, la probabilité d'un système vide, est maintenant ceci. La probabilité qu'on ait n tâches est cela, et là, la différence par rapport au mode qu'on a vu dans les précédents sous-modules, c'est que si n est plus grand que k, on peut littéralement pas avoir 50 tâches en attente si on a 40 places au maximum. Donc, à cause de ça, la probabilité d'être plus grand que ça est de simplement 0, et ça change un peu les probabilités en dessous. Ça augmente un peu ces probabilités-là parce qu'on n'a plus la longue queue possible de la distribution de probabilité pour dire oui, mais peut-être qu'on va en avoir 1 milliard en attente. C'est littéralement pas possible. Donc, à cause de ça, ça remonte un peu les probabilités pour les états à K ou plus petit que K. L'utilisation, donc, encore une fois, donc 1 moins pi 0, ça nous donne ça ici. Le débit, on a vu tout ça dans les autres modules, donc je ne vais pas réexpliquer ce que chacun fait. Une chose qui est importante, par contre, ici, c'est que là, au-delà de la probabilité de mise en attente, bien, une chose qui nous intéresse, la probabilité de blocage. Quelle est la probabilité qu'on en soit un moment où est-ce qu'on doit refuser ou en tout cas rejeter de nouvelles requêtes? La probabilité de blocage est égale à ça. Et la taille de fil moyenne, encore une fois, on sait que ça ne sera pas plus grand que K, mais qu'est-ce qu'elle va être? Ça peut être une chose intéressante à modéliser. Si vous savez que vous avez 50 emplacements pour stocker des requêtes et que votre taille de fil moyenne est à 49, c'est probablement que c'est un peu limite. Alors que si vous calculez votre taille de fil moyenne et qu'elle est à 4, ben là, probablement que vous avez quand même de la marge. Bref, la taille de fil moyenne va être ceci. Et le temps système moyen, encore une fois, ce qui est intéressant avec le temps système moyen, c'est qu'on a moins besoin de se casser la tête à cause de la loi de Little. Donc, on reprend ça. Finalement, donc, E de x est égal à lambda fois 1 moins cette probabilité de blocage-là, fois le temps système moyen. Et donc, un dernier exemple, donc un exemple qu'on avait fait, le dernier qu'on avait présenté en introduction du module,
calculons les risques de perdre des données. Ça peut très souvent arriver en passant d'un système embarqué où est-ce que justement on acquiert des données. Un capteur nous envoie des données et on veut soit les traiter ou les transmettre ou les compresser pour les envoyer dans une base de données, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'on veut se dire, minimisons nos chances de perdre des données. Encore une fois, si on était dans un cas où est-ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre des données, en aucun cas, ce n'est pas une bonne modélisation. On ne pourra jamais mettre la probabilité ici à 0 si on n'a pas un cas infini. On peut toujours supposer que tout à coup, tous les capteurs de la Terre vont vous envoyer des données, et là, effectivement, vous allez en perdre. Mais l'idée, c'est qu'en temps normal, on peut se dire, ben, si je perds moins de, par exemple ici, 0,1% de mes données, mon système va fonctionner quand même correctement. Donc, ça me paraît une valeur correcte. On pourrait dire c'est pas encore correct, je veux 0,001% ou encore moins, tout à fait correct. Tout ce qu'on ne peut pas, c'est mettre une valeur de 0, parce que dans ce cas-là, la seule façon, c'est d'avoir soit un temps de traitement instantané, soit un cas infini. Et donc, pour revenir au problème, un système reçoit en moyenne 15 requêtes par seconde et peut stocker 40 requêtes en attente, donc K égale 40 dans ce cas-ci. Quelle doit être la durée de traitement moyenne maximale pour que cette probabilité de blocage, de perdre une tâche ou des requêtes, soit plus petite que 0,01%. Donc, lambda, encore une fois, lambda émule l'avantage, c'est que peu importe notre mode, MM1, MMM, MM1K, peu importe, lambda et mu restent là parce qu'ils sont vraiment définis par ces M-là, et ça, on n'y touche pas. Donc ça, c'est assez facile. On le dit, on reçoit 15 requêtes par seconde, donc lambda est égal à 15. Et on veut trouver, en fait, on ne veut pas trouver mu, on veut trouver 1 sur mu, mais l'équivalent, c'est qu'on veut retrouver mu pour obtenir la durée de traitement moyenne maximale, de façon à ce que la probabilité de blocage soit plus petite que ça. Donc, on sait qu'on a ρ qui est égal ici à m fois mu, lambda sur m fois mu. On sait que m égale 1, donc ici 15 sur mu. On branche tout ça dans l'équation. Ça donne cette équation-là, qui est pas si mal que ça, mais qui est un peu tannante à résoudre. C'est le genre de choses que vous pouvez donner à une librairie mathématique pour vous le faire. Sinon, il y a des propriétés que vous pouvez faire. Là, 1 moins un certain produit, vous pouvez obtenir une factorisation qui vous permet de régler un peu ces exposants-là. Bref, tout ça pour dire qu'en isolant mu, on obtient mu doit être plus grand ou égal à 44,6 tâches par seconde. Et donc, pour répondre à notre question qui était spécifiquement quelle doit être la durée de traitement moyenne maximale, il ne faut pas que ça prenne plus de 22,4 millisecondes si on veut obtenir une probabilité de blocage inférieure à 0,01%. En passant, si on acceptait une probabilité de perte de 10%, donc PB plus petit que 10% au lieu de 0,01, ben on pourrait se satisfaire de 30 millisecondes par tâche. Donc ça, encore une fois, dans la modélisation d'un système, ça peut être intéressant lorsque viennent des compromis entre on pourrait avoir un système plus fort mais qui nous coûterait plus cher, mais à quel point ça nous aiderait? Ben, dans ce cas-ci, ça permet de savoir est-ce qu'une probabilité de perte de 10% est encore valable? Si oui, un système capable de traiter en 30 millisecondes par tâche remplit déjà les requis. On n'a pas besoin d'avoir un système meilleur. Si ce n'est pas le cas, ben là, il faut effectivement accepter qu'on va devoir prendre un système plus cher pour obtenir une probabilité de blocage plus basse. Mais l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin de toujours designer et bâtir un prototype pour obtenir cette réponse-là. Cette réponse-là fait certaines suppositions sur vos données, mais elle vous donne déjà une première estimation d'à quel point votre système, s'il traite par exemple en 20 millisecondes, vous pouvez déjà avoir une bonne idée que oui, manifestement, je vais être capable de ne pas rejeter trop de données que je vais recevoir. Au contraire, s'il traite en 400 millisecondes, là c'est mauvais signe, probablement qu'il va falloir changer quelque chose dans le système avant même de le bâtir. Alors voilà, ça conclut la théorie des files d'attente. Je répète, c'est quelque chose qui peut sembler très mathématique et très théorique, mais lorsqu'on l'applique vraiment, comme je l'ai fait dans les 4 exemples que j'ai présentés ici, on voit à quel point ça devient important et utile pour modéliser nos systèmes et avoir une idée de ce qu'on fait. Avant de le designer, de se demander est-ce que je devrais aller vers un microcontrôleur à plusieurs cœurs, est-ce que je devrais aller vers une architecture avec plus de mémoire pour pouvoir stocker plus de requêtes en attente, toutes ces choses-là. C'est quand même vraiment utile dans un contexte d'ingénierie, de démarche d'ingénierie, où est-ce qu'on veut avoir une bonne estimation, une bonne modélisation de notre système avant de le réaliser. C'est pas seulement du patentage sur un coin de table où est-ce qu'on branche ça sur un breadboard puis on regarde si ça marche. C'est quelque chose où est-ce qu'on se dit, avant de se lancer dans une production, on veut se demander si au moins on a de bonnes chances de le faire. Je vous encourage donc à prendre le temps de bien comprendre ce module-là, même au-delà des systèmes embarqués.
à peu près tout système informatique a finalement des contraintes temps réel douces minimales. On veut qu'un site web réponde en une certaine durée. On veut que, par exemple, même un ordinateur personnel, lorsqu'on ouvre le logiciel, ça prenne moins qu'un certain temps de durée, ainsi de suite. Dès qu'on a des processus qui sont répétitifs, ou est-ce que par exemple on a un système qui reçoit des requêtes et qui doit y répondre, la théorie des files d'attente peut être appliquée. Et donc, sans aller dans tous les détails, et non, ça ne vous promettra pas que ça marche dans tous les cas, mais ça vous donne déjà une bonne idée d'à quel point vous êtes à peu près au bon endroit, ou au contraire, il va falloir grossir votre système, ou votre système est déjà beaucoup trop gros, vous dépensez beaucoup trop pour une capacité de traitement qui n'est pas nécessaire dans votre cas. Donc, c'est une fondation théorique. Ça s'applique à vraiment beaucoup de choses et il y a plein d'autres modèles. Ici, on a vu à peu près uniquement les modèles markoviens, donc loi exponentielle. On pourrait refaire tous ces calculs-là pour différentes distributions. C'est tout à fait possible. On peut dire, mettons que je traite des données dans une durée fixe. Qu'est-ce que ça change? Ça changerait des choses effectivement dans nos équations. L'idée est que justement, on peut l'adapter à nos besoins, mais que dans le monde réel, pour les systèmes embarqués en général, ces distributions par loi exponentielle, processus de Poisson et sans mémoire, donc markovien, suffisent déjà à bien caractériser nos systèmes pour être capable de les modéliser. Et j'ai dit souvent dans la présentation que on ne va pas trop détailler sur les maths. Si ça vous intéresse, et j'encourage ça, si ça vous intéresse, même si évidemment tout cela ne sera pas à l'examen, vous pouvez aller voir ce livre-là. Je pense même maintenant qu'il y a une troisième édition, il faudrait que je vois, mais je ne sais pas si lui, la troisième édition est accessible à la bibliothèque. Mais dans tous les cas, la deuxième édition contient ça, où est-ce que le chapitre 8 est en fait un chapitre justement sur les files d'attente et sur leur application plus générale. Si vous voulez voir comment est-ce qu'on obtient toutes les équations qu'on a vues, comment est-ce qu'on calcule la limite de certaines valeurs, par exemple le pi0 dans le cas de petit m, vous pouvez aller voir dans ce livre-là. Ça peut quand même être très intéressant pour au moins vous donner un contexte plus mathématique autour de ça, alors que la présentation de ce module-ci est plus tournée vers l'application au système embarqué. Donc, je vous encourage à le consulter et même à me poser des questions si vous en avez, mais je pense que dans tous les cas, c'est un bon apprentissage pour des gens qui sont des futurs ingénieurs, des futurs programmeurs, peu importe, d'utiliser à bon escient un outil mathématique dans le but de l'appliquer à un système spécifique. C'est pas mal ça, ce qu'est l'ingénierie. Ça vaut toujours la peine de mieux comprendre les fondations théoriques derrière, mais au moins assurez-vous de comprendre l'application qu'elles ont dans votre domaine. Là-dessus, c'est ce qui clôt le module. Il y a quelques exercices disponibles sur le site web si vous voulez vous pratiquer avec ça. Je vous le dis aussi, pour conclure, il y a certaines équations dans lesquelles il est effectivement très difficile d'isoler certaines variables. Pour revenir là, très rapidement ici, là, quand on cherchait le m, oui, ici, le m, bonne chance pour isoler m dans cette équation-là. Ce n'est pas vraiment important dans notre cas. Donc, si vous faites des exercices, parfois, vous pouvez simplement vous dire, c'est tout à fait valable de se dire, on va le modéliser et on va le calculer jusqu'à obtenir la valeur désirée. Souvent, moi, je me fais des petits programmes Python, par exemple, qui vont calculer ces choses-là. Maintenant, en fait, avec l'aide des chats GPT et tout ça, vous pouvez presque lui donner les équations, vérifiez-les quand même, mais il va probablement vous faire un programme qui déjà va vous calculer itérativement toutes les valeurs possibles. Donc, ne vous cassez pas trop la tête dans ces exercices-là à isoler des variables. Quand il y a des exemples très simples où est-ce que c'est simplement ρ égale lambda sur mu, vous isolez la variable, ça va assez bien. Mais quand c'est plus compliqué, l'idée est de l'utiliser numériquement de toute façon. On s'en fiche d'avoir une expression analytique pour chacune de ces variables-là. Ce qu'on veut, c'est l'utiliser numériquement pour obtenir une réponse. Donc, vous pouvez tout à fait le faire. Évidemment, à l'examen, vous n'aurez pas de ce genre de questions où est-ce que vous devez calculer à la calculatrice ce genre d'expression-là. Soit vous allez avoir des équations où ça s'isole assez facilement, soit vous allez avoir une question où on va vous demander de indiquer l'équation à utiliser sans calculer les résultats. Donc, sachez quand même, quand vous allez faire des exercices, c'est normal que pour certains exercices, on essaie de le mentionner, mais parfois on peut oublier, c'est normal que pour certains exercices, vous ne soyez pas capable d'obtenir une expression analytique pour la réponse, mais vous pouvez quand même obtenir une expression numérique, à savoir quel chiffre, dans ce cas-ci de m, fait en sorte que cette inégalité-là est vérifiée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et sinon, je vous souhaite une bonne semaine.